Bonjour, donc aujourd'hui on va voir l'influence des maladies systémiques sur les maladies parodontales. Pour introduire, les maladies d'ordre général vont influencer le parodonte. Pourquoi? Parce que le parodonte il fait partie de l'organisme. Le conjonctif parodontal il est influencé par toutes les maladies et tous les problèmes qui touchent le conjonctif en général. L'os de soutien ou l'os alvéolaire, c'est un tissu osseux. Et donc, toutes les maladies qui touchent le tissu osseux vont toucher par conséquence le parodonte profond. L'épithélium gingival, la première barrière de protection contre les agressions externes, fait partie du système épithélial systémique. Et donc, si vous avez une maladie de l'épithélium ou bien une maladie des muqueuses, la gencive va être atteinte par conséquent. Un petit rappel sur l'éthiopathogénie des maladies parodontales est important pour expliquer comment les maladies d'ordre général peuvent influencer le parodonte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisme, y compris le parodonte, vont interagir avec la plaque microbienne. Et donc, l'organisme va répondre par une réaction immuno-inflammatoire. Cette réaction immuno-inflammatoire est due aux bactéries et aux toxines bactériennes, donc les produits des bactéries. Cette réaction immuno-inflammatoire contre les agressions externes, biofilms, microbes et toxines, est influencée par des facteurs de risque. Ces facteurs de risque sont dits modifiables. Par exemple, un diabète déséquilibré, c'est un facteur de risque modifiable. Si on agit sur le diabète, on va modifier ce facteur de risque ou l'éliminer. Et certains facteurs de risque sont des facteurs de risque non modifiables. Par exemple, la grossesse ou la puberté, c'est des facteurs hormonaux qui vont influencer la maladie parodontale, mais c'est des facteurs de risque non modifiables. L'âge aussi, c'est un facteur de risque non modifiable. Donc cet ensemble de réactions et de facteurs influençants vont agir sur les tissus parodontaux, principalement l'épithélium, la gencive, le conjonctif, c'est-à-dire le conjonctif gingival, le sément, qui est un tissu aussi d'origine conjonctive, ou le desmodonte, qui est un tissu conjonctif, et aussi sur le tissu osseux. Et le résultat de cette interaction, c'est la maladie parodontale. Les maladies d'ordre général vont jouer le rôle généralement de facteurs de risque. Mais il y a aussi des maladies d'ordre général qui déclenchent elles-mêmes la maladie parodontale. Et on va voir ça en détail. Donc, les microbes, les bactéries, vont agir en quantité si le patient ne se brosse pas les dents pendant un mois ou 2 mois, et en qualité. Il y a des biofilms qui sont plus virulents, qui contiennent ce qu'on appelle les bactéries parodontopathogènes. Les bactéries parodontopathogènes. Ces bactéries présentent des facteurs de risque ou de virulence spécifiques. Donc ces facteurs de risque vont agir sur le parodonte. La collagénase par exemple, c'est une enzyme qui détruit le collagène. Collagène, c'est une composante essentielle du parodonte. La composante la plus importante du ligament alvéolo-dentaire, c'est le collagène. Et si vous avez une bactérie qui sécrète la collagénase, va agir directement sur ces fibres-là. Et le résultat, c'est quoi? C'est la destruction du système d'attache. D'autres bactéries présentent, par exemple, des enzymes ostéolytiques, des enzymes qui détruisent l'os. Et donc ces bactéries-là, et principalement les produits, vont déclencher une résorption osseuse
qui va se traduire cliniquement par une destruction osseuse. Les toxines microbiennes, par exemple les endotoxines et les exotoxines, et les produits métaboliques des bactéries. Les bactéries, c'est des structures vivantes. Donc, il y a toujours un métabolisme caractéristique des cellules vivantes. Les produits métaboliques, c'est-à-dire les résultats ou les résultants des réactions métaboliques, vont influencer et détruire le parodonte. La différence entre un biofilm grand mais pas de qualité importante ou bien virulente, la présence seule de bactéries, soit par exemple les grammes positifs, ce qu'on appelle les bactéries qui ne sont pas méchantes, va déclencher uniquement une réaction superficielle ou gingivale. Mais les bactéries spécifiques aux parodontes, par exemple les Porphyromonas gingivalis ou l'Aggregatibacter actinomycetum comitans, ça c'est des bactéries spécialement qui attaquent d'une façon spécifique le parodonte. Et ces bactéries-là vont déclencher directement une parodontite. Et donc, la lésion gingivale superficielle est due à un biofilm qui n'est pas qui est peu spécifique. Mais les parodontites sont dues à un biofilm spécialisé qui contient principalement des microbes parodontaux pathogènes et qui vise essentiellement le collagène profond, le tissu osseux et les composantes du parodonte profond. Maintenant, les maladies d'ordre général, ou bien la place de la maladie d'ordre général dans cette réaction. La maladie d'ordre général peut influencer la réponse immuno-inflammatoire. Nous avons dit que l'interaction, ou bien la réaction principale contre les microbes, c'est une réaction immuno-inflammatoire. Si le patient présente une maladie d'ordre général qui affecte le système immunitaire, par exemple les maladies immunitaires, ou des maladies qui donnent une réaction inflammatoire exacerbée ou exagérée, la destruction parodontale va être importante, même si le biofilm reste peu virulent. Et donc cette maladie d'ordre général va prédisposer l'organisme ou le parodonte à une destruction plus importante. L'autre exemple, c'est les maladies immunitaires, par exemple les neutropénies. Les neutrophiles sont les cellules impliquées dans la première réaction immunitaire. Dans les neutropénies où les cellules neutrophiles sont peu nombreux ou absents, le patient va développer automatiquement des parodontites. Et donc même les bactéries libres, même si l'hygiène bucco-dentaire est parfaite, les bactéries libres au sein de la cavité buccale vont déclencher une réaction immuno-inflammatoire et donc une parodontite. Et ça, c'est la différence entre les maladies parodontales, bien les maladies d'ordre général qui prédisposent à la parodontite et les maladies d'ordre général qui déclenchent la parodontite. Si vous avez un patient avec un système immunitaire détruit, même si l'hygiène est parfaite, le patient il va développer une parodontite. Dans ce cas-là, la maladie d'ordre général est un facteur déclenchant de la parodontite. C'est des tableaux cliniques qui restent rares, mais qui sont présents. L'autre catégorie, c'est des maladies d'ordre général qui prédisposent à la maladie parodontale. C'est-à-dire que le patient qui a cette maladie et qui présente une hygiène parfaite ne va pas développer une maladie parodontale. Mais le même patient, s'il a une hygiène de mauvaise qualité, il va développer une maladie parodontale plus sévère par rapport au patient sain. Et donc, soit la maladie parodontale dans ce cas-là, soit la maladie d'ordre général dans ce cas-là est un facteur déclenchant de la maladie parodontale, ou la maladie d'ordre général dans ce cas-là est un facteur favorisant de la maladie parodontale. La maladie d'ordre général peut aussi influencer la composition tissulaire. Si vous avez un conjonctif fragile,
ou si vous avez un tissu osseux fragile, une petite inflammation gingivale peut donner des dégâts, une destruction importante. Et donc, si vous avez une composition tissulaire fragile, les fibres sont fragiles, le tissu osseux est fragile, l'épithélium, qui est la première barrière protectrice contre les agressions externes, est fragile, une petite inflammation, une petite accumulation de plaques va donner une destruction importante. Et le même principe, certaines maladies qui influencent la composition tissulaire vont soit prédisposer à la maladie parodontale, soit déclencher carrément une maladie parodontale. Par exemple, les maladies des laisses dans l'os et les maladies du tissu conjonctif ou la sécrétion du conjonctif, pardon, ou la sécrétion du collagène est de très mauvaise qualité, le parodonte est de très mauvaise qualité et donc il va y avoir un turnover altéré. C'est quoi le turnover? C'est la destruction et formation tissulaire. Si vous avez une destruction tissulaire active, mais une composition et formation tissulaire altérée, dans ce cas-là, le patient va automatiquement développer une maladie parodontale, même si l'hygiène reste parfaite, tout simplement parce que la formation du parodonte est altérée. Les maladies d'ordre général aussi peuvent influencer la flore microbienne. Au niveau du fluide gingival et la salive, on trouve des composantes qui proviennent du sang. Et donc, si vous avez une modification de la composition du fluide gingival ou une modification de la composition salivaire, par exemple dans le syndrome sec, la flore microbienne va être différente. Et ces conditions-là, fluide gingival ou salive de mauvaise qualité, va favoriser le développement et la multiplication des bactéries parodontopathogènes. Et donc, certaines maladies vont influencer la composition en flore microbienne, favorisant la multiplication des bactéries virulentes. On trouve aussi, en termes d'influence des maladies d'ordre général sur l'état parodontal, une réponse défavorable au traitement. Vous faites votre traitement, vous faites le traitement initial, vous faites le traitement chirurgical, mais les résultats cliniques ne sont pas favorables. Pourquoi? Parce que la cicatrisation chez ces patients-là, par exemple les diabétiques non équilibrés, la cicatrisation, elle est altérée, elle est de mauvaise qualité. Et donc, dans ce cas-là, la maladie d'ordre général va influencer les résultats du traitement et donc une réponse défavorable au traitement. Le taux de récidive qui est élevé parce que, par exemple, le patient présente un problème de mobilité, par exemple le rhumatisme articulaire. Le rhumatisme articulaire va affecter les mouvements du patient et donc le brossage ne va pas être très efficace. Et même si vous faites un très bon traitement, il va y avoir un taux de récidive élevé. Les limitations des choix thérapeutiques aussi. Par exemple, certaines maladies d'ordre général vont contre-indiquer certains actes. On ne peut pas faire des chirurgies avancées, par exemple chez un patient qui a subi une radiothérapie. On ne peut pas faire certains actes chez les diabétiques déséquilibrés. Et donc la maladie d'ordre général va limiter les choix thérapeutiques. On fait le traitement initial et on s'arrête malgré l'indication d'un traitement chirurgical. Pourquoi? Parce que le patient, ou la maladie d'ordre général du patient, contre-indique ce genre d'acte. Maintenant, c'est quoi les éléments du parodonte touchés par la maladie d'ordre général? Nous avons bien sûr l'épithélium. Si vous avez une maladie qui touche l'épithélium, par exemple les maladies mucocutanées, par exemple pemphigus ou lichen plantar, l'épithélium, qui est la première barrière de protection contre les agressions externes, va être touché. Et si l'épithélium est touché, le développement de la maladie parodontale devient plus rapide. Les maladies qui touchent le tissu conjonctif vont toucher le conjonctif gingival et le conjonctif du système d'attache. Et donc la destruction tissulaire sera plus rapide. Les maladies d'ordre général qui touchent l'os, par exemple l'ostéoporose.
La cicatrisation osseuse va être altérée et la destruction tissulaire va être plus rapide. Certaines maladies d'ordre général touchent aussi le turnover tissulaire ou bien le remodelage tissulaire. Tous les tissus, épithélium, conjonctif, os, sément et ligaments alvéolaires dentaires présentent ce qu'on appelle un turnover tissulaire. Le turnover, c'est la destruction-formation. L'épithélium, il y a toujours une disquamation et formation de nouvelles cellules. Le conjonctif, il y a toujours une destruction du collagène et formation de nouvelles fibres de collagène. L'os, résorption, apposition. Il y a toujours ce qu'on appelle le turnover tissulaire. Et les maladies d'ordre général qui touchent le turnover tissulaire, ou bien le métabolisme tissulaire, vont affecter automatiquement l'état parodontal. Certaines maladies d'ordre général affectent la réaction immuno-inflammatoire. Par exemple, les maladies du système immunitaire, par exemple le syndrome d'immunodéficience acquise, va réduire la capacité de se défendre de l'organisme et donc ça prédispose à la maladie parodontale. La réaction inflammatoire aussi est touchée par certaines maladies. Donc la réaction inflammatoire va aider l'organisme à se défendre, mais aussi limiter la propagation de la destruction. Si vous avez une réaction inflammatoire importante, l'inflammation va être plus étendue et donc la destruction va être plus étendue. Et c'est le cas généralement, euh, par exemple, dans le cas du diabète déséquilibré. La microbiologie du biofilm est aussi influencée par les maladies d'ordre général. Pourquoi? Parce que le fluide gingival est originaire du sang. La salive aussi. Et donc, si vous avez un fluide gingival affecté ou une salive affectée, la composition du biofilm va être différente. Cela favorise généralement le développement et la multiplication des parodontaux pathogènes, des bactéries virulentes. Ça, c'est la nouvelle classification des maladies parodontales. La classe parodontite étant des manifestations d'une maladie systémique. On trouve deux catégories. On trouve les maladies qui déclenchent automatiquement la maladie parodontale et des maladies qui influencent la pathogenèse de la maladie parodontale ou bien qui prédisposent à la maladie parodontale. Donc des maladies d'ordre général où l'association avec la maladie parodontale elle est forte, même si l'hygiène du patient est parfaite, et d'autres maladies qui prédisposent à la maladie parodontale, mais si l'hygiène du patient est parfaite, le patient ne va pas développer la maladie parodontale, même si la maladie d'ordre général est instable. Et il faut faire la différence entre les deux. Pourquoi? Parce que généralement, dans ce cas-là, le contrôle de la maladie parodontale reste très difficile. Et après quelques années, le patient il va perdre plusieurs dents. Mais dans ce cas-là, le contrôle de la maladie parodontale est basé essentiellement sur le contrôle du biofilm. Et si l'hygiène du patient est adéquate, on peut vraiment arrêter ou stopper l'évolution de la maladie parodontale, même si la maladie d'ordre général reste instable. On va commencer par la maladie la plus fréquente et le facteur de risque le plus puissant de la maladie parodontale après le tabac, le diabète. Et on va préciser que le diabète déséquilibré, c'est la forme du diabète concernée par cette classe. Si votre patient diabétique est équilibré, il ne sera pas prédisposé à la maladie parodontale, il va répondre favorablement au traitement et vous aurez les mêmes résultats que chez un patient sain. Et donc, le diabète déséquilibré est un facteur de risque. Le diabète équilibré n'est pas un facteur de risque.
Par définition, le diabète est une affection chronique causée par l'incapacité du corps de produire suffisamment d'insuline ou de l'utiliser comme il se doit. L'insuline, c'est une hormone sécrétée par les cellules bêta du pancréas. Sans insuline, les cellules du corps, et principalement celles des muscles, des graisses et du foie, ne peuvent pas absorber suffisamment de glucose. Et donc, le glucose va rester dans le sang et il ne va pas être absorbé par les muscles, les cellules adipeuses ou bien l'adipocyte et les cellules du foie. Et cette hyperglycémie chronique s'appelle diabète. Cliniquement, le diabète présente une triade de symptômes: polydipsie, polyurie, polyphagie. Maintenant, pourquoi le diabète donne des complications? Tout simplement parce que l'organisme doit se débarrasser du glucose. S'il y a du sucre dans le sang, à un taux élevé, l'organisme il doit se libérer de ce sucre. Comment il le fait? Le premier mécanisme, c'est le mécanisme polyol, où le glucose va être transformé en sorbitol, c'est-à-dire l'excès de sucre dans le sang va être transformé en sorbitol. Le sorbitol est un produit toxique pour les tissus. Le conjonctif, il devient fragile, le tissu osseux, il devient fragile, le système immunitaire, il devient fragile. Le deuxième mécanisme qui explique les complications liées au diabète, c'est ce qu'on appelle les produits terminaux de la glycation. C'est quoi ça? Le sucre en plus, en excès, va être ajouté aux protéines de l'organisme. C'est-à-dire vous avez une protéine dans l'organisme, il y a trop de sucre, l'organisme va rajouter ce sucre-là aux protéines d'une façon plus ou moins anarchique. D'accord? Cela va altérer la composition protéique et protéinique des composantes tissulaires, ce qui donne vraiment une altération des composantes tissulaires. Collagène va être altéré, l'hémoglobine va être altérée, l'albumine plasmatique aussi. D'accord? Et donc les protéines de l'organisme vont être modifiées et altérées. Et on appelle ça des produits terminaux de la glycation. Les complications les plus fréquentes du diabète, expliquées bien sûr par les deux mécanismes sorbitol et PTG, sont les rétinopathies, les maladies de l'œil, néphropathie, maladie rénale, neuropathie, maladie du système nerveux, les maladies macrovasculaires, cardiopathie, et les altérations de la cicatrisation, expliquées en grande partie par la, une microcirculation altérée, ce qu'on appelle la microangiopathie. Maintenant, comment cette hyperglycémie chronique va influencer la maladie parodontale? Le premier mécanisme, c'est l'hyperglycémie chronique qui va affecter les macrophages et les monocytes. Les macrophages et les monocytes vont être hyperactives. Cette hyperactivité de ces cellules-là va induire une sécrétion élevée des cytokines. C'est des produits de l'inflammation qui vont déclencher elles-mêmes la destruction tissulaire. Et donc, pour une petite inflammation, ou bien une petite masse de biofilms, la destruction, bien la réaction est exagérée. Et cette réaction inflammatoire exagérée va produire une destruction tissulaire. Deuxième mécanisme, c'est les produits terminaux de glycation. Cela va se traduire par un épaississement capillaire et donc la microvascularisation va être altérée et le tissu conjonctif altéré, fibroblastes et ostéoblastes. Et donc ces produits terminaux de la glycation vont se fixer sur les protéines des parois capillaires et donc la cicatrisation des vaisseaux
est altéré, mais aussi sur les protéines du tissu conjonctif. Cela se traduit cliniquement par une très mauvaise cicatrisation. Et donc, même si vous faites un traitement parodontal parfait, les résultats sont très défavorables. Un autre mécanisme, c'est l'altération du chimiotactisme. Chimiotactisme, c'est le déplacement des cellules immunitaires vers le site malade. Le déplacement des cellules immunitaires vers la zone infectée. Et donc, si vous avez une altération de la chimiotactisme, la migration des cellules, principalement les neutrophiles, va être réduite. Et donc, peu de cellules de défense vont être présentes dans le site atteint, et donc la défense tissulaire est altérée. Aussi, les polymorphonucléaires vont déclencher à tort des enzymes de destruction. Par exemple, collagénase, l'élastase pour la destruction des fibres de l'élastine et d'autres enzymes qui vont détruire les tissus. Et donc l'hyperglycémie chronique va influencer la destruction tissulaire et exagérer la destruction tissulaire. L'hyperglycémie chronique va altérer la cicatrisation même après un très bon traitement parodontal. Et l'hyperglycémie chronique va donner une réaction de défense altérée de très mauvaise qualité. Donc, l'hyperglycémie chronique est associée à une altération du système immunitaire. Cela se traduit par une défense altérée, une destruction tissulaire accentuée, une altération du système RONCL-OPG. RONCL-OPG, c'est un système de apposition formation osseuse. Et donc, ce qu'on appelle le OPG, d'ostéoprotégérine, c'est un produit qui protège le tissu osseux, va être de quantité diminuée, et le système RONCL qui est responsable de la destruction, va être de quantité élevée. Et donc, les produits de destruction sont plus abondants, et les produits de protection sont peu présents. Cela prédispose le parodonte à la maladie parodontale. Troisième élément, c'est la microangiopathie. C'est la maladie de la microvascularisation. Et la microvascularisation, c'est l'élément le plus important de loin de la cicatrisation. Si vous avez une anomalie de la microvascularisation, la cicatrisation va être très très affectée. Parce que cette microvascularisation assure l'apport en nutriments nécessaires pour la cicatrisation. Mais aussi une altération du métabolisme du collagène. La destruction-formation de collagène est altérée. Et donc une cicatrisation défectueuse. Et donc cette maladie qui est le diabète déséquilibré va toucher tous les éléments de la réaction immuno-inflammatoire de la maladie parodontale. Donc la maladie parodontale, elle est plus sévère, mais aussi la cicatrisation après un traitement parodontal. Pour cela, la première étape, et ça c'est un principe qui est très très important, la première étape dans le traitement de la maladie parodontale, c'est d'équilibrer le diabète. Parce que si votre diabète reste déséquilibré, les résultats du traitement, et même un traitement parfait, vont être défectueux. Donc il faut faire très très attention. Pour garantir des bons résultats, il faut équilibrer d'abord et en premier lieu le diabète. Un autre schéma qui explique l'influence du diabète sur la maladie parodontale. Donc, les proportions osteoprotégérine est augmentée. Une altération de toutes les protéines de la réaction inflammatoire. Résultat, une destruction tissulaire importante. Maintenant, il faut savoir que le diabète prédispose à l'inflammation gingivale. Si vous avez un diabète déséquilibré, l'inflammation gingivale superficielle est plus importante. Et on voit ça beaucoup plus chez les enfants diabétiques. Les enfants diabétiques présentent une inflammation gingivale très très importante.
Le diabète prédispose à la parodontite. La destruction tissulaire est très importante. Destruction du, du système d'attache, la lyse osseuse, les poches parodontales sont plus profondes et donc le diabète déséquilibré prédispose à la maladie parodontale et à la maladie gingivale. Mais, il y a un mais. Le diabète équilibré ne prédispose pas à la maladie parodontale. Et ça, c'est très important. Si votre diabétique est équilibré, il ne sera pas en particulier prédisposé à la maladie parodontale. Et donc, le diabète équilibré n'est pas prédisposé à la maladie parodontale. Et la prise en charge est similaire à celle du patient sain. Ça, c'est un principe à appliquer dans toutes les maladies d'ordre général, dans la prise en charge des patients atteints d'une maladie d'ordre général. La maladie d'ordre général va affecter la médication. Pourquoi? Parce que les maladies d'ordre général nécessitent un traitement et en tant que dentiste, on doit prescrire quelques médicaments. Il y a un risque d'interaction médicamenteuse élevé. Et donc, si vous êtes en train de prendre en charge un patient atteint d'une maladie d'ordre général, il faut faire attention de ce principe-là. Des contre-indications et des effets secondaires. Certains médicaments sont contre-indiqués chez certains malades d'ordre général. Et donc, les médicaments qu'on peut prescrire en tant que dentiste sont limités. Troisième élément, c'est l'élimination et la modification de la posologie. Par exemple, nous avons vu que le diabète prédispose à la maladie rénale. Et donc, si vous avez un patient diabétique non équilibré, il peut être atteint d'un problème rénal. Et donc, les médicaments à élimination rénale sont à éviter. Ou bien, au moins, la posologie de ces médicaments-là doit être modifiée. Certaines maladies d'ordre général présentent un risque élevé aux infections. Le diabète, c'est le cas. Et donc, le système immunitaire du diabète, nous avons vu ça, est un système immunitaire qui est altéré. Le saignement, stress et anxiété, surtout pour le diabétique. On peut avoir des hyperglycémies et des problèmes d'hypoglycémie en cours de l'acte à cause du stress et anxiété liés à l'acte dentaire. Et là aussi, il faut faire très attention. Et les maladies d'ordre général, généralement, affectent la cicatrisation, donc les résultats du traitement, et limitent les thérapeutiques additionnelles, par exemple la chirurgie parodontale, la greffe osseuse, les lambeaux d'assainissement et tout. Et donc, le diabète affecte les trois parties du traitement parodontal. On va voir cette classification parce que c'est une classification à appliquer dans toutes les maladies d'ordre général. Le dentiste est concerné par la prise en charge de 4 types de patients. Le ASAPS 1, le ASAPS 2, ASAPS 3 et ASAPS 4. Le ASAPS 1, c'est le patient qui ne présente aucune maladie d'ordre général. Le ASAPS 2, c'est un patient qui présente une maladie d'ordre général modérée, bien pris en charge et équilibrée. Par exemple, l'hypertension artérielle équilibrée. Ou bien, par exemple, un état prédiabétique. Le patient n'est pas diabétique, mais présente un état prédiabétique. Le ASAPS 3, c'est un patient avec une maladie d'ordre général sévère, mais elle est contrôlée. Par exemple, un diabétique équilibré ou un cardiopathe bien suivi. Bien un patient qui présente une atteinte cancéreuse, mais en phase de rémission. Et donc, le patient il est atteint d'une maladie d'ordre général sévère, mais elle est équilibrée. Et la quatrième classe, ASAPS 4, c'est un patient qui est atteint d'une maladie d'ordre général non équilibrée. Par exemple, diabétique déséquilibré, ou le cardiopathe qui ne suit pas le traitement, ou bien un patient en cours de traitement chimiothérapie ou radiothérapie. Pour les actes dentaires, la première classe, les patients sains, et les patients avec une maladie contrôlable
modéré, par exemple HTA équilibré ou état prédiabétique, le patient peut bénéficier d'un traitement électif, par exemple des facettes, des couronnes, des extractions pour l'ODF et des actes urgents, par exemple une extraction d'une dent infectée, un traitement endodontique, sans aucun problème. Et généralement, cette classe de patients est considérée comme des patients sains vu l'équilibre et la maladie d'ordre général qui est d'une nature modérée. Pour les classes 3, les patients avec une maladie sévère mais équilibrée, ce genre de patient peut bénéficier d'un acte électif, implant dentaire, greffe osseuse, des lambeaux d'assainissement, des extractions de dents de sagesse ou des actes urgents, mais sous précaution. Par exemple, antibioprophylaxie, des bilans sanguins. Et donc, il y a toujours des précautions à prendre en considération avant de prendre en charge ce genre de patient. La quatrième classe de patients, c'est des patients avec une maladie d'ordre général sévère, mais qui n'est pas équilibré, diabétique non équilibré. Dans ce cas-là, le patient ne doit en aucun cas bénéficier d'un traitement électif, implant, chirurgie parodontale, ou détartrage, ou soins dentaires. Il ne peut bénéficier que des actes urgents, par exemple pulpite aiguë, ou une infection d'origine dentaire, et dans un milieu hospitalier. Ce genre de patient, il ne doit jamais être pris en charge dans un cabinet dentaire. C'est hospital setting, dans un milieu hospitalier, et pour des actes urgents uniquement. Pour le diabète, il y a 3 états. Il y a le diabétique équilibré, où l'hémoglobine glyquée, c'est un bilan sanguin à demander avant de prendre en charge le patient diabétique, est inférieur à 7. Ça, c'est un patient ASA PS2, un patient qui présente un diabète très bien équilibré, pas d'hyperglycémie chronique et pas de phase aiguë. Et donc, vous pouvez prendre en charge le patient comme un patient sain. Pour les patients diabétiques avec une hémoglobine glyquée entre 7 et 8, c'est un patient qui est peu contrôlé. Vous pouvez le prendre en charge parce que c'est un ASAPS3, mais par exemple sous antibiotiques. Le matin, il doit faire des injections d'insuline avant de venir. Et donc il y a un protocole strict à suivre. Pour les patients mal contrôlés supérieurs à 8, sauf acte urgent, et dans un milieu hospitalier. Hémoglobine glyquée supérieure à 8, sauf acte urgent et dans un milieu hospitalier. Électif urgent, mais pour la classe 4, hémoglobine glyquée supérieure à 8, acte urgent uniquement. Donc, on peut dire que les résultats du traitement parodontal sont affectés par l'équilibre du diabète. Si le diabète est équilibré, la réponse au traitement est aussi favorable que chez les patients non diabétiques en termes de gain d'attache, réduction de la profondeur des poches et saignement sondage. Et donc, si votre patient diabétique est équilibré, il n'y aura aucun problème pour la prise en charge et même les résultats du traitement seront des résultats favorables. Maintenant, on va passer à une autre classe de maladies, c'est les troubles immunitaires et les maladies parodontales. Maintenant, nous avons vu ça, il y a toujours une agression microbienne dans les maladies parodontales. Cette agression microbienne va sécréter des antigènes et des lipopolysaccharides, les toxines microbiennes, qui vont agir sur la réaction immuno-inflammatoire de l'organisme. Cette réaction immuno-inflammatoire va essayer de protéger l'organisme en sécrétant des anticorps et en libérant les polymorphonucléaires neutrophiles, les cellules blanches. Mais aussi cette réponse tissulaire va sécréter des cytokines,
la prostaglandine et des métalloprotéinases matricielles. C'est des enzymes de destruction tissulaire. Donc cette réaction immuno-inflammatoire est affectée par les maladies d'ordre général immunitaire. Et donc si vous avez un patient avec une maladie d'ordre général qui touche le système immunitaire, cette réaction est altérée. Et donc la nature infectieuse des maladies parodontales explique la prédisposition des patients atteints d'un trouble immunitaire ou parodontite. L'accumulation du biofilm déclenche une réaction immuno-inflammatoire qui sert à éliminer les bactéries et leurs toxines. Et si vous avez une atteinte, il y a un problème de ce système immunitaire, la réaction de défense contre le biofilm et les produits bactériens va être altérée. Le syndrome de Down, c'est une maladie génétique. Et donc les patients atteints de ce syndrome présentent une prédisposition élevée aux parodontites et à toutes les infections. Pourquoi? Parce que le chimiotactisme, le déplacement des cellules blanches, nous avons déjà parlé de ça, est réduit. Et donc les neutrophiles ne seront pas présents, ou bien ils seront présents en nombre faible au niveau de la zone infectieuse. La phagocytose est faible, et donc la destruction des microbes et des produits microbiens est faible, et destruction tissulaire élevée et avancée. D'accord? Induction élevée de la collagénase. Et donc la destruction de collagène est très sévère. Cliniquement, l'image radiologique ressemble à celle de la parodontite agressive. Le tableau clinique est similaire à la parodontite agressive. Vous allez trouver des lises avancées à un âge précoce, vous allez trouver des lises angulaires, l'inflammation n'est pas, le taux de plaque, même si le taux de plaque est faible, la destruction elle est importante. La lésion peut être observée à un âge précoce, le schéma suivi est semblable à celui de la parodontite agressive, les incisives touchées en premier, puis les molaires et les canines en dernier. C'est très similaire à l'image de la parodontite agressive. Et le taux de plaque et la mobilité dentaire sont élevés chez cette population. Pour la prise en charge, il faut faire la motivation à l'hygiène, mais il ne faut pas trop compter sur ça. Pourquoi? Parce que généralement, il y a des patients avec ce syndrome-là qui sont... la communication avec ces patients-là est déjà difficile. La prescription, bien sûr, des antibiotiques en association amoxicilline flagyl est associée au détartrage sur façage radiculaire, semble améliorer les résultats cliniques. Et donc, avant de faire le détartrage, il est préconisé de prescrire ces antibiotiques pour améliorer les résultats du traitement initial. Voilà l'image radiologique d'un patient atteint de ce syndrome. L'inflammation importante, la lyse presque finale, même dans un âge précoce. Un autre syndrome, c'est le syndrome de déficit d'adhésion leucocytaire. Les cellules blanches, les leucocytes, circulent dans la circulation sanguine et après, ces cellules-là vont adhérer à la paroi vasculaire pour quitter les vaisseaux et gagner la zone de l'infection. C'est ça le mécanisme de chimiotactisme. Et dans ce mécanisme de chimiotactisme, ce déplacement cellulaire de la vascularisation vers la zone atteinte, l'adhésion des cellules blanches à la paroi vasculaire, c'est très important. Pourquoi? Parce que cette adhésion va permettre à ces cellules-là de quitter la vascularisation pour gagner la zone infectée. Dans le cas de ce syndrome-là, il y a un problème d'adhésion. Et donc les cellules ne vont pas gagner d'une façon facile les zones infectées. Et donc la réaction de défense est vraiment altérée. C'est une immunodéficience primaire, c'est-à-dire congénitale, caractérisée par une anomalie du processus d'adhésion leucocytaire, une leucocytose sévère et des infections récurrentes. Et donc, si vous avez un problème des leucocytes, il va y avoir automatiquement des infections récurrentes, c'est-à-dire des infections pulmonaires, des infections urinaires, etc. Mais aussi
une parodontite sévère. Le syndrome de Papillon-Lefèvre. Le syndrome de Papillon-Lefèvre est une maladie héréditaire autosomique, récessive et rare. Elle est caractérisée par l'apparition vers l'âge de 2 à 3 ans d'une kératodermie palmoplantaire. C'est quoi la kératodermie? Vous allez trouver que les mains, la face interne des mains et des pieds, les palmes et la face plantaire des pieds sont très kératinisées, sont blanchâtres et dures. Cette hyperkératose palmoplantaire est caractéristique du syndrome Papillon-Lefèvre. Et donc, si vous suspectez ce syndrome, vous demandez au patient d'enlever les chaussettes et d'ouvrir les mains, et vous allez voir qu'il y a une hyperkératinisation des mains. La kératodermie palmoplantaire est une hyperkératose caractérisée par un épaississement de la peau, de la paume des mains et ou de la plante des pieds qui peut déborder sur la face dorsale des mains et des pieds. Mais généralement, c'est la face interne. Pourquoi ces patients-là présentent des parodontites? Cette kératodermie s'associe dès la première enfance à une parodontite sévère avec alvéolyse et chute prématurée des dents temporaires. Et donc, dès la dentition temporaire, on voit qu'il y a des parodontites et des pertes dentaires secondaires à la maladie parodontale. Dans la deuxième enfance, ce phénomène se reproduit avec une chute précoce des dents définitives. Et donc, le patient va perdre les dents temporaires d'une façon prématurée. Et vers l'âge de 6 ans et l'apparition des dents finales, le patient aussi va commencer à avoir le même problème, il va commencer à perdre les dents. La moitié de, le syndrome Papillon-Lefèvre s'accompagne dans la moitié des cas d'une susceptibilité aux infections. Et donc il y a un problème immunitaire. D'accord? Et donc cette maladie parodontale associée au syndrome d'hyperkératose palmoplantaire ou bien Papillon-Lefèvre est associée à un problème immunitaire et une prédisposition élevée aux infections. Voilà l'image typique de l'hyperkératose plantaire, l'hyperkératose palmaire et la parodontite de la dentition lactéale. Et donc, c'est des patients généralement qui vont perdre leurs dents à un âge très précoce. Les maladies mucocutanées, les maladies parodontales. Les maladies mucocutanées sont des atteintes diverses de la peau et des différentes muqueuses. Entre parenthèses, la gencive. Et donc, toutes les maladies qui touchent la peau et les muqueuses vont toucher automatiquement la gencive. Une variété de maladies mucocutanées présentent des manifestations gingivales sous la forme d'une atteinte desquamative ou ulcéreuse. Par exemple, le pemphigus vulgaire, pemphigus vulgaris, c'est une atteinte auto-immune. Cette forme profonde représente 80% de tous les cas des pemphigus. Pemphigus est une dermatose bulleuse auto-immune. Il y a toujours des bulles caractéristiques de ce syndrome. Intraépidermique, secondaire à la présence d'immunoglobuline G, circulant, dirigée contre les structures d'adhésion interkératinocytaire. Et donc là où il y a un épithélium kératinisé, la gencive ou la peau, il va y avoir une réaction auto-immune contre les composants d'adhésion cellulaire. Et donc les cellules kératinisées, les kératinocytes, vont se détacher l'une de l'autre, donnant ainsi des bulles, des vides entre ces cellules-là. Les manifestations buccales sont fréquentes. Ça, c'est l'image classique. Donc ça, c'est les cellules kératinocytes. D'accord? Et cette réaction immuno-inflammatoire est dirigée contre les molécules qui assurent l'adhésion de ces cellules entre elles. Et si vous avez cette maladie-là, il va y avoir une destruction des composantes qui assurent l'adhésion interkératinocytaire. Et donc, les cellules vont se détacher l'une de l'autre, donnant ainsi des vides et ce qu'on appelle des bulles. C'est pour ça qu'on l'appelle une maladie bulleuse.
Et la peau est concernée, mais aussi la muqueuse kératinisée, la gencive. Regardez là, bulle typique de ce syndrome. Regardez. Après l'éclatement des bulles, on peut voir la partie profonde qui sera exposée. Et donc, ça, c'est l'aspect clinique classique de cette maladie. Une autre maladie, c'est le lichen plant. Le lichen plant est une dermatose inflammatoire chronique, généralement bénigne de la peau et des muqueuses malpighiennes, caractérisée par un trouble de la kératinisation, soit une hyperkératinisation, soit une hypokératinisation. Les formes blanches, c'est l'hyperkératinisation, les formes rouges, c'est l'hypokératinisation. Soit la kératinisation qui est un peu trop, soit qui est faible. Et donc, soit la peau qui devient dure et blanchâtre, soit la peau qui devient rougeâtre et fragile. Ça, c'est lichen plant rouge avec une desquamation élevée de l'épithélium. Et ça, c'est la forme blanchâtre où on peut voir une couche très épaisse de kératinisation. Donc ça, c'est l'épithélium. Ça, c'est le conjonctif. Ça, c'est la couche des kératinocytes. Et ça, c'est l'hyperkératinisation ou bien l'hyperkératose. Et donc, il va y avoir une hyperkératinisation de l'épithélium gingival. Les troubles métaboliques et endocriniens. L'hypophosphatasie, c'est une maladie métabolique rare. Il s'agit d'une maladie osseuse. Et donc, résorption à position de l'os est altérée. Maladie osseuse congénitale caractérisée par une perturbation de la calcification des os et des dents. L'hypophosphatasie est héréditaire, mais peut prendre des formes très variées, de la seule chute prématurée des dents jusqu'à une fragilité osseuse et des fractures spontanées. Et donc, dans ce cas-là, c'est une maladie qui touche tout le tissu osseux, y compris l'os alvéolaire. Le résultat, c'est quoi? C'est une perte de l'os alvéolaire, mobilité dentaire et perte dentaire prématurée. Regardez la forme des dents et la parodontite caractéristique de ce syndrome. Les maladies auto-immunes et les maladies parodontales. Le lupus est une maladie du collagène. C'est toujours le même schéma qui se répète. Les maladies de l'os, les maladies du système immunitaire, les maladies de l'épithélium, les maladies du conjonctif. Et donc, c'est ça les maladies qui vont affecter le parodonte. Et donc, c'est une maladie du collagène. La distribution caractéristique en papillon des lésions situées dans le visage cutané a formulé le diagnostic de cette maladie. L'atteinte muqueuse est un marqueur de poussée de maladie. Donc, si vous avez une atteinte de la muqueuse buccale et gingivale, c'est la phase active de la maladie. Au niveau buccal, elle se caractérise par des lésions érosives et donc une hyperdesquamation de l'épithélium labial, gingival et palatin. Polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune, une pathologie chronique systémique inflammatoire à composante auto-immune affectant les articulations via une inflammation synoviale persistante et évoluant d'une manière progressive et cyclique. Et donc, le liquide synovial qui protège les surfaces articulaires va être touché. Il va y avoir une modification dans la composition de ce liquide protéique. Une production d'anticorps reconnaissant des peptides citrullinés de l'hôte, anticorps citrullinés, précède les signes cliniques de la polyarthrite rhumatoïde. C'est quoi la stérilisation? C'est le processus entraînant une modification de la structure des protéines, telles la fibronectine, vimentine ou kératine, qui entraîne l'exposition de certains épitopes reconnus comme étrangers.
Et donc, ce processus de citrullination va modifier la composition des protéines. Et donc, l'organisme ne va plus reconnaître ces protéines. Il va les considérer comme un corps étranger et il va les attaquer. Et donc, l'organisme va détruire ces composantes parce que ces composantes ont été modifiées par le processus de la citrullination. Pardon. Donc, il va y avoir la sécrétion des anticorps antipeptides cycliques citrullinés. Des liens bidirectionnels ont été décrits entre la polyarthrite et la maladie parodontale. Ces deux pathologies présentent des points communs dans leur processus pathogénique. Et le lien il est très fort sur le plan épidémiologique. Si vous avez des parodontites, le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde est élevé. Et si vous avez une polyarthrite rhumatoïde, le risque de développer une maladie parodontale est élevé. Telles que la réponse immunitaire caractérisée par une production accrue des lymphocytes B, hyperactivité des neutrophiles, expression accrue de RONC. Le RONC, c'est le processus de destruction osseuse plutôt. L'apparition et le développement de la polyarthrite rhumatoïde sont soumis à l'influence de plusieurs facteurs de risque tels que la consommation du tabac, comme la maladie parodontale, une susceptibilité génétique, comme la maladie parodontale, des facteurs hormonaux, par exemple ménopause, comme la maladie parodontale, et donc les deux maladies présentent plusieurs caractéristiques en commun. Donc, si vous avez une polyarthrite rhumatoïde, si vous avez une maladie parodontale, sous l'influence des facteurs de risque en commun, ces parodontites vont développer la présence des bactéries dites, ce qu'on appelle les Porphyromonas gingivalis, et on a trouvé que les Porphyromonas gingivalis, les bactéries du parodonte, vont déclencher la citrullination. Et donc, ces bactéries-là peuvent jouer un rôle important dans le déclenchement de la citrullination qui est responsable de la polyarthrite rhumatoïde. Et si vous avez un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde, c'est un patient qui présente une dextérité faible et donc il ne va pas bien se brosser les dents, parodontite. C'est un patient qui peut développer le syndrome sec, salive d'une quantité insuffisante et de qualité de très mauvaise qualité, prédisposant ainsi le patient à la parodontite. Les médications contre la polyarthrite rhumatoïde peuvent prédisposer le patient à la parodontite. L'ostéopénie et l'ostéoporose associées à la polyarthrite rhumatoïde peuvent contribuer au développement de la maladie parodontale. Et donc vous voyez, les deux maladies sont liées. Les maladies affectant le tissu conjonctif et la maladie parodontale, le même principe. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie héréditaire qui touche le tissu conjonctif, qui aboutit à une souplesse anormale des articulations, une peau très élastique et des tissus fragilisés. Il y a un problème de collagène. Ce syndrome est provoqué par des anomalies de l'un des gènes qui contrôle la production de tissu conjonctif. Donc si vous avez un tissu conjonctif malade, la gencive est malade, le ligament est malade et tout le parodonte profond est malade. Ça, c'est le tableau clinique classique, c'est la parodontite avancée, c'est l'inflammation gingivale marquée, même si l'hygiène est bonne. Pour conclure, on peut dire que le parodonte n'est pas une entité anatomo-fonctionnelle isolée et séparée de l'organisme. Et donc, toute atteinte d'ordre général peut atteindre le parodonte. Principalement, les maladies qui présentent une manifestation parodontale sont des maladies du système immunitaire et les maladies qui touchent les composantes du parodonte. Le traitement de la parodontite dans ce cas-là dépend de la prévention des maladies parodontales et surtout le traitement de la maladie causale, la maladie d'ordre général. Bon, je vais vous laisser ma boîte email pour des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des questions. Je vais essayer de répondre. Et je vous remercie et salam alaikum.